La Grande-Bretagne propose quelques mesures limitées de sanctions contre l'Afrique du Sud. Madame Thatcher veut ainsi marquer sa désapprobation de l'apartheid. Première journée pour l'examen du projet de loi sur l'audiovisuel à l'Assemblée nationale, la 5 et la 6 placées en situation de sursis. Le championnat de France de football recommence demain, beaucoup de nouveaux joueurs et beaucoup d'argent pour assurer le spectacle. Nous sommes le lundi 4 août 1986. Cela fait 500 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. 439 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 149 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et 89 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français au Liban. Bonsoir. La version policière de la mort de William Normand, le motard abattu d'une balle dans le dos à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne le jeudi 31 juillet dernier, est contestée par l'avocat de la famille de la victime. Une contestation qui porte sur les conditions de la mort de William Normand, pour laquelle le gardien de la paix a été écroué, mais également l'avocat réfute les informations données par la police et notamment par Robert Broussard sur la personnalité du jeune motard, sur les pièces à conviction, le faisant apparaître comme un voleur à la tire. Explication Dominique Thiers. William Normand n'est pas mort sur le coup. William Normand s'est relevé, à tout le moins du buste, et le policier auteur du coup de feu mortel s'est précipité sur William Normand et lui a aspergé un jet de gaz lacrymogène. C'est la première révélation cet après-midi de Maître Terquem, avocat de la famille Normand. Il y a quelques jours, les policiers avaient rendu public des éléments tendant à prouver que William Normand correspondait au signalement du motard recherché depuis 2 ans pour vol à la tire. L'avocat, au vu du dossier, contredit la plupart des affirmations policières. Premier point, l'argent belge retrouvé sur William Normand. Une dame a téléphoné, je crois à 18h15, à Police Secours par le 17 pour signaler qu'on lui avait volé un sac contenant de l'argent français et de l'argent belge. Il y avait 7000 francs d'argent belge, 7000 francs belges dans son sac. On a en effet retrouvé de l'argent belge sur William. Contrairement à ce qui est indiqué, il n'a pas été retrouvé 6900 francs comme cela avait été avancé, mais 5000 francs belges. Ce qui s'explique tout simplement par le fait que William avait passé le week-end avec son frère, sa fiancée et la fiancée de son frère, en Belgique et en Hollande le week-end précédent. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Autre contradiction, selon la police, William Normand possédait 2 motos. Cette Kawasaki 1300 couleur orange et une petite moto noire semblable à celle du voleur à la tire. L'avocat est formel, William Normand n'en possédait qu'une, la Kawasaki. Par ailleurs, au domicile du jeune motard, la police a retrouvé un lot de briquets et de stylos pouvant provenir des multiples vols dont elle suspecte William Normand. Maître Terquem est encore très précis et il apporte des précisions. On a retrouvé un certain nombre, je crois une dizaine, peut-être un peu moins, de stylos, billes et de briquets qui sont pour la plupart de marque Silvermatch. C'est vous en dire l'énorme valeur. Et je crois qu'on a trouvé parmi la dizaine de briquets un briquet de Nîmes. Un briquet de Nîmes. Voilà le fabuleux receleur de bijoux qu'était William Normand. De plus, il se confirme que le jeune homme abattu jeudi soir était inconnu de tous les services de police. À Londres, mini-sommet consacré à l'Afrique du Sud, rassemblant plusieurs dirigeants du Commonwealth, dirigeants bien décidés à obtenir de Margaret Thatcher des concessions, c'est-à-dire des sanctions contre le régime de Pretoria. Margaret Thatcher y a consenti du bout des lèvres pour marquer sa désapprobation face à l'apartheid. Londres pour Antenne 2, Alain Cancès. La dame de fer a dû céder. Au mini-sommet du Commonwealth, Mme Thatcher a pour la première fois accepté de prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud, tout en précisant qu'elle le faisait sans enthousiasme. Des sanctions certes si limitées, si inefficaces, qu'en Grande-Bretagne, les adversaires de l'apartheid les qualifient déjà de dérisoires. Quant aux autres participants du mini-sommet, ils ont eux bien l'intention de convaincre, voire de forcer Mme Thatcher à aller plus loin. Si elle veut sauver l'unité du Commonwealth, Mme Thatcher devra les écouter et faire quelques pas de plus. Mme Thatcher le fera sans doute, car elle a besoin de gagner du temps et de renvoyer à l'automne les décisions importantes.
D'autant que ses partenaires sont prêts aujourd'hui à se contenter de peu. Ils savent en effet que Mme Thatcher vient de s'engager sur la voie où elle ne voulait pas aller. Elle a admis qu'il fallait agir concrètement pour changer l'attitude du gouvernement sud-africain. Des premières sanctions restées sans effet en appelleront d'autres, plus efficaces. Les pays du Commonwealth vont maintenant préparer ces sanctions en liaison avec les pays européens et les États-Unis. Il sera de plus en plus difficile pour Mme Thatcher de rester à l'écart. En Israël, le Premier ministre Shimon Peres s'est déclaré opposé à des sanctions contre l'Afrique du Sud, estimant qu'elles seraient inefficaces et qu'elles pourraient nuire à la communauté juive sud-africaine. Autre considération pour les opposants à des sanctions, les conséquences économiques que suppose l'arrêt d'importation de minerais sud-africains. Commentaire Patricia Coste. L'arme secrète anti-sanction du chef de l'État sud-africain, la voilà, elle réside dans ses sous-sols, plus rare que l'or, aussi indispensable que le pétrole. L'Afrique du Sud dispose de métaux dits stratégiques. Stratégiques car n'existant que dans certains pays et indispensables à nos sociétés industrielles. On les retrouve dans la fabrication des crayons à billes, des paires de tenailles, des téléviseurs ou des moissonneuses-batteuses. Or, l'Afrique du Sud est le premier producteur mondial pour nombre de ces métaux. Si en riposte à d'éventuelles sanctions, Pretoria interrompait ses livraisons, l'Occident serait alors obligé de s'adresser à l'URSS qui se partage avec l'Afrique du Sud l'essentiel de ce marché. Exemple, le chrome, indispensable pour les aciers inoxydables et les aciers spéciaux. Afrique du Sud et URSS représentent 60% de la production mondiale. Pour le manganèse, même pourcentage. Pour le platine, 94% à eux deux. Enfin, pour le vanadium, qui entre dans les aciers de structure et d'outillage, 65%. Retirer à l'Afrique du Sud la domination du marché reviendrait donc à la donner à l'URSS, ce qui serait extrêmement coûteux et stratégiquement hasardeux. Difficulté en politique intérieure en Angleterre pour Mme Thatcher, difficulté soulignée par la hausse de la cote des travaillistes dans tous les sondages. Et puis remous dans le monde du pétrole, ces deux éléments conjugués ont entraîné une baisse des cours de la livre sterling. La monnaie anglaise est passée en dessous des 10 francs. Commentaire Jean-Marc Dubois. L'Union Jack, le drapeau britannique est en berne, la livre va mal. Partie de 12 francs il y a un an, elle avait déjà connu une première alerte en mars 86. Mais elle semblait bien repartie à 11 francs en avril. Et voilà aujourd'hui, la livre sterling ne vaut plus que 9 francs 94. Alors malgré les apparences, Margaret Thatcher n'a pas vraiment le sourire. Et rien ne peut lui faire oublier ses soucis, même le champagne. Soucis d'abord avec les pays du Commonwealth. Il voulait des sanctions sévères contre l'Afrique du Sud, Maggie n'a fait que lâcher du lest, résultat, tension internationale sur la livre. Deuxième problème, le pétrole anglais de la mer du Nord, la principale manne financière des Anglais. Son prix ne cesse de baisser et les dissensions au sein de l'OPEP ne sont pas faites pour améliorer la situation. Troisième souci, l'industrie anglaise stagne. L'automobile et le charbon sont en crise, il y a plus de 3 millions de chômeurs en Angleterre. Tout cela, mis bout à bout, suffit à expliquer la chute de la livre. Mais cette situation fait quand même quelques heureux, les touristes étrangers bien sûr, car enfin l'Angleterre devient presque bon marché. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, une centaine de députés étaient présents pour examiner le projet de loi sur la liberté de communication présenté par François Léotard. Ce projet a été adopté par le Sénat après une très longue discussion et des modifications importantes. Le débat à l'Assemblée pourrait tourner court, le gouvernement ayant la possibilité, peut-être demain soir, d'utiliser l'article 49.3 qui limite tout débat. À l'Assemblée nationale, Rachid Arabe, Serge Misret. Vedette de la journée à l'Assemblée nationale, la télévision. Une vedette peut-être déçue ce soir, elle était venue en force entendre les stars de la politique parler de son avenir et jusqu'à présent les débats ont été plutôt ternes. Exception faite de l'intervention du socialiste Jean-Jacques Kéran, rappelant l'opposition de son parti au retrait des concessions accordées à la 5 et à la 6, et cela juste avant le début de la discussion à l'Assemblée du projet de loi sur la communication. Un projet pour lequel le rapporteur RPR Michel Péricard a présenté près de 80 amendements au nom d'une Assemblée nationale apparemment plus sage que le Sénat. François Léotard n'a pas encore révélé si le gouvernement était prêt à retenir tout ou partie de ces amendements. Des amendements portant surtout sur la limitation des concentrations multimédia et le plafonnement des ressources publicitaires des chaînes publiques. Pour l'instant, le ministre de la Culture a simplement rappelé que selon lui, son projet n'avait pas été fondamentalement changé par le Sénat. Je n'ignore pas que la mode d'aujourd'hui
est de décrire le travail sénatorial comme une volonté de dénaturation, de transformation profonde du texte gouvernemental. Je dis bien la mode car je suis convaincu que c'est là le fait d'une versatilité d'opinion soigneusement entretenue, d'une inconstance d'analyse très passagère, l'une et l'autre. Les caméras enregistreront certainement ce soir des débats plus animés avec la montée en ligne des socialistes. Des socialistes bien décidés à en appeler à nouveau au Conseil constitutionnel. Le gouvernement, de son côté, pourrait dès demain se servir à nouveau de l'article 49.3 qui éviterait l'examen des 107 articles de ce projet de loi sur la communication. Les concessions de la 5 et de la 6 seront résiliées, c'est officiel depuis samedi. Ce décret est attaquable devant le Conseil d'État, estime le MRG François Doubin, président du MRG. Tandis que l'ancien ministre Jacques Lang qualifie cette suppression de revanche politique. La 5 et la 6 sont donc en sursis jusqu'à la fin de l'année. Les annonceurs, les publicitaires sont dans l'expectative. Enquête Olivier Lerner. 3, 2, 1, 0. Le compte à rebours est engagé, la 5 et la 6 n'ont plus que 4 mois à vivre sous leur format actuel. Les émissions ne s'arrêteront pas fin décembre, date de la redistribution du gâteau, mais autour des parts de la 5 et de la 6, si les nouveaux partenaires s'agitent déjà, pour gérer le quotidien et tenir financièrement, les annonceurs sont courtisés, mais ils ne sont pas dupes. TV5 ou TV6 n'a pas été tout à fait le produit qu'on nous avait promis. Donc il est évident que certains annonceurs à qui nous avions recommandé cette chaîne ont eux-mêmes n'ont plus investi dans ces chaînes. Donc si on part à partir du départ, il est évident qu'il y a eu déjà des désistements de la part d'un certain nombre d'annonceurs par rapport à ces deux chaînes. Sur la 6, les écrans publicitaires se battent en duel. Sur la 5, c'est mieux. Mais une grande marque d'épices avec un budget d'1 million de francs s'est retirée. Idem pour un grand nom du café avec 4 millions de francs. Nous avons donc joué la carte de la 5 depuis le début. Vous avez investi combien? Nous avons investi à environ 25 millions à partir du moment où ils ont commencé à émettre jusqu'à la fin de l'année. Et nous comptons également maintenir tout ce que nous avons programmé d'ici fin de l'année. Partant du principe que les programmes resteront les mêmes, donc il n'y a pas de raison que l'audience de la 5 soit modifiée. La 5, lâchée par le cinéma, mais pas par la pub. Messieurs Seydoux, Ribou et Berlusconi avancent déjà des chiffres astronomiques pour évaluer le manque à gagner sur toute la durée prévue de leur concession. 18 années de recettes publicitaires. Le résultat se chiffre en milliards de francs, 5 milliards et des poussières. Les propriétaires de la 5 et de la 6 ont encore le temps de se retourner et de négocier tous azimuts, et rien ne les empêche de se porter candidats pour le rachat d'autres chaînes. Ils en ont bien l'intention d'ailleurs. Au Chili, une voiture piégée a explosé aujourd'hui devant une caserne de l'armée chilienne dans le centre de Santiago. Cette explosion a fait 1 mort et 2 blessés. Un autre attentat a été commis devant un local administratif de la police chilienne à Valparaiso. Nouvelle explosion à Beyrouth-Est, au Liban. La charge avait été placée dans une valise à l'entrée d'un café. Il y a 2 morts et 14 blessés. C'est le 4e attentat en une semaine en secteur chrétien à Beyrouth, dans la banlieue de la capitale libanaise, dans les quartiers chiites. Des troupes syriennes ont pénétré ce matin pour rétablir l'ordre. Je viens d'apprendre par l'agence TASS et le département d'État américain qui annonce que le ministre des Affaires étrangères soviétique, M. Shevardnadze, rencontrera George Shultz, le secrétaire d'État américain, les 19 et 20 septembre prochains. Ce sera à Washington. Plusieurs membres de la famille d'Anatoly Sharansky, ancien dissident soviétique réfugié en Israël, ont obtenu l'autorisation d'émigrer dans ce pays. Ainsi, la mère de Sharansky quitterait l'URSS le 23 août prochain. En Union soviétique, depuis la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, il a fallu porter assistance aux réfugiés de Tchernobyl. La télévision soviétique vient de montrer des images d'un nouveau village baptisé lui aussi Tchernobyl. Commentaire Patrick Esther. Des datchas de bois fraîchement peintes, un village tout neuf. Pour 300 personnes évacuées de la zone contaminée par la radioactivité, c'est le nouveau décor de la vie quotidienne. Et pour tenter de faire oublier à ces familles qu'elles ne reverront peut-être jamais leurs anciennes maisons, les autorités ont bien fait les choses pour la remise des clés. Tradition respectée, on a offert le pain, le sel. Bientôt, 6000 réfugiés seront relogés ici, dans ces datchas livrés, toutes équipées. Pour cela, la vie quotidienne peut reprendre comme avant, ou presque grâce à des murs neufs. Mais toute leur vie durant, ces hommes, ces enfants, ces femmes devront surveiller leur corps avec l'angoisse de voir surgir un jour la maladie.
Un été studieux pour des étudiants particuliers en France. Pendant les mois de vacances des universités françaises, plusieurs bâtiments restent ouverts pour accueillir les personnes ayant dépassé l'âge des études d'après-bac. Ce sont les universités du troisième âge. 3000 personnes environ participent à ces sessions. Enquête d'Estelle Gouzier et de Pascal Stelletta. Du 1er juillet au 19 septembre, Félicité quitte sa retraite solitaire pour reprendre à 68 ans le chemin des écoliers, ou plutôt celui des étudiants. Vous êtes étudiante? Non, je ne suis pas étudiante, je l'ai été, mais c'est un peu révolu. Mais nous sommes les étudiants aux cheveux blancs. Vous venez assister aux cours? Ah oui, bien sûr. Souvent? Ah oui, avec assiduité. L'inscription est simple, entrée libre et gratuite avec ou sans diplôme. Aucune limite d'âge et pas d'examen à plancher. Résultat, changement de décor dans le grand amphi de l'université Pierre et Marie Curie. Place aux étudiants de l'été, des étudiants du troisième âge. Ça vous fait quel effet d'être assise là, dans un amphithéâtre? On se sent bien, vous savez, on se sent très bien. Pourquoi? Parce que ça permet de rester en contact avec toutes les tranches d'âge de la société, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on a tendance de plus en plus à les découper. Je pense qu'il n'y a pas de troisième âge, il y a un changement d'activité, mais pas une coupure. Chacun a sa raison de venir, mais tous manifestent la même soif d'apprendre. Pas un bruit, pas un bavardage, un auditoire de rêve pour d'éminents professeurs qui viennent animer 2 conférences par jour. Économie, histoire, littérature, tous les sujets abordés remportent un franc succès. Grâce à ces étudiants en âge de raison, l'université semble même renouer avec sa vocation première, transmettre le savoir, la connaissance pour la connaissance. Là, le cours était consacré à la Seconde Guerre mondiale et leur curiosité, face à une époque qu'ils ont pourtant vécue, reste entière. Je pense que beaucoup sont comme moi et viennent chercher justement un complément à ce que la vie nous a appris. Quelque chose qui est dans les livres cette fois. D'une manière générale, vous trouvez cet auditoire plutôt plus intéressé que les jeunes étudiants? Oui, certainement plus intéressé et plus habitué à la tension continue d'une audition suivie, puisque nous venons de passer plus de 2 heures ensemble. Café, sandwich, entre 2 cours, cette vie d'étudiante, Félicité l'amène aussi, pour ne pas vieillir trop vite, aux yeux de ses petits-enfants. Je me pose des questions, si je sais autant de choses que leur papa et leur maman, eh bien, si je parle anglais, eh bien oui, alors toutes ces questions, il faut y répondre. Alors eux, ça les oblige à travailler, je leur dis, si vous voulez apprendre l'anglais, il faut travailler, tu vois, je vais encore à l'école. Vous leur servez d'exemple? Oui, un peu, oui. Le feu a repris ses ravages dans le midi de la France. Depuis hier, plus de 1200 hectares de forêt ont été brûlés dans 4 départements. Près de Pierre-Longue, dans la Drôme, l'incendie est toujours très fort, malgré l'importance des moyens mis pour le combattre. Commentaire de Sophie Davant. Les vacances se sont terminées hier soir pour les touristes dont les caravanes ont été entièrement détruites. Heureusement, les 400 campeurs du village de Montesquieu, près de Perpignan, avaient été évacués. Les flammes étaient alors à moins de 2 km du camping. Pas de victimes, mais 500 hectares de forêt ravagés dans le massif des Alberts, une région déjà durement éprouvée au mois de juillet. L'incendie a été circonscrit en fin de matinée, mais les 250 pompiers maintenus sur place restent très vigilants. Autre région dévastée hier où la situation semble maîtrisée, l'Ardèche. Une dizaine de foyers sur l'ensemble du département, 300 hectares détruits. Mais le feu continue sa progression dans 2 autres départements. La Drôme, 500 hectares de forêt et de garrigues ont déjà été détruits hier près de Pierre-Longue. L'incendie progresse toujours. Sur place, dans un massif montagneux difficile d'accès, plus de 800 hommes et 6 canadaires. Enfin le Gard, hier 10 foyers d'origine criminelle, 120 hectares ont brûlé près de Nîmes et à Bessèges. L'incendie était maîtrisé dans la soirée, mais aujourd'hui de nombreux foyers ont repris près d'Alès. En 24 heures, plus de 1200 hectares dévastés dans ces 4 départements. Le temps est toujours aussi sec et depuis ce matin, le vent s'est levé. Dans ces conditions, on craint le pire. Et sur proposition du ministre de la Justice, le garde des Sceaux Albin Chalandon, des détenus volontaires pourraient être affectés dès le 15 septembre prochain à des tâches de débroussaillement des forêts aux abords des habitations.
En Grèce, d'autres incendies détruisent plusieurs centaines d'hectares de maquis et de livrets. Des incendies qui ont éclaté hier soir dans la région d'Attique. Une odeur de brûlé pouvait être sentie aujourd'hui à Athènes, c'est-à-dire une quarantaine de kilomètres des lieux sinistrés. Pas de victimes, mais 2000 touristes ont dû abandonner leur lieu de vacances à Poséidon. Demain, 20h30, première journée du championnat de France de football de division 1. PSG recevra Laval, Bordeaux recevra Metz, Nantes recevra Lille et les petits nouveaux de première division, Saint-Etienne et Paris, Racing, se déplaceront à Sochaux et Rennes. Le championnat français aura des allures de petite Coupe du Monde avec beaucoup d'étrangers parmi les meilleurs. Ce sera aussi un championnat riche. Les clubs et les municipalités ont signé de gros chèques. Explication, Marc Maisonneuve. Bernard Tapie et surtout Jean-Luc Lagardère entrent dans la danse du football avec fracas. Luis Fernandez a signé un contrat au Racing Club de Paris pour la nouvelle saison. Son montant, une garantie mensuelle de 70 millions de centimes, du jamais vu dans le football français. Alain Giresse, lui, part pour l'Olympique de Marseille. Depuis qu'il est poussin, il a joué au sein des Girondins. Les raisons d'une infidélité jugée scandaleuse par le président Bèze, l'argent. Il touchera entre 400 et 500 000 francs mensuels. Mais avant tout, une place de titulaire au sein de l'OM et des garanties concernant l'après-foot. Mardi à 20h30 commencera le championnat de France le plus passionnant de son histoire. La question est simple, ne va-t-on pas au-devant d'un championnat à deux vitesses, celui des riches et celui des pauvres, même si le recrutement des stars, forcément coûteuse, est nécessaire. Après le mondial, les spectateurs doivent être motivés pour retrouver le chemin des stades. Le faste des transferts, c'est l'éclat du neuf. Mais est-il tout à fait justifié pour Ferreri, par exemple? Avec la plus-value de la Coupe du Monde, il touchera par mois 300 000 francs, alors que c'est son premier transfert après son premier contrat professionnel. Alain Giresse a marqué ici le but de la victoire en Coupe de France. Le Graal que constitue cette coupe vaut-il une telle inflation? Ainsi on s'écarte de toute tentative de gestion saine des finances d'un club. Infernale course aux vedettes. Le temps de récupération de l'intersaison est de plus en plus court. Les blessures sont fréquentes. Souvenons-nous de Chalana, recruté à prix d'or à Bordeaux, qui blessé n'a jamais justifié le montant de son transfert. Ou encore à Brest, où le salaire de juin des joueurs ne peut être versé par le club. Ce même club qui recrute pourtant, grâce aux 900 millions de son sponsor, deux vedettes sud-américaines, César et Brown. Francescoli ira au Racing Club de Paris pour 300 000 francs mensuels. Au-delà du prix de son salaire, c'est le montant de son transfert qui grève lourdement les finances du club. Lidbarski, lui, coûte 500 000 francs par mois au Racing. Chaque match devient un produit qu'il convient de rentabiliser en fidélisant le public. Difficile avec des joueurs volages, sans doute à juste titre. Reste que si on ne trouve pas de l'or sous les sabots d'un cheval, on le trouve peut-être sous les crampons d'un footballeur. Dans la belle région de Bretagne, des festivals différents, notamment le festival interceltique de Lorient. En attendant ce rassemblement, Jean-Jacques Dufour et Bruno Carrette ont retrouvé Alan Stivell pour une exposition celtique à Daoulas. Pour ce premier reportage, l'équipe d'Antenne 2 adresse un clin d'œil complice aux Bretons, fiers de leur tradition, de leur culture et de leur langue, le Brezonec. La voix que vous entendez est celle du fils d'Alan Stivell qui nous explique que son père vient de le déposer dans une colonie de vacances où l'on ne parle que le breton. Brezonec. Avec ton père à la maison, tu parles quoi, français ou breton? Français, mais lui, il me parle breton. Tu comprends tout ce qu'il dit? Oui. Et comment tu trouves cette langue? Bien. Il faut dire que le père de cet enfant est un fervent défenseur de la langue bretonne, une langue qui prend ses racines dans la civilisation celte. Alan Stivell, qui puise d'ailleurs son inspiration musicale aux sources celtiques, nous a emmené visiter l'abbaye de Daoulas où se tient une exceptionnelle exposition sur les Celtes. 32 des plus grands musées d'Europe ont prêté des pièces remarquables à cette petite ville que certains confondent, paraît-il, avec Douala. Une grande expo pour une petite ville, avec notamment les trésors de Taillac, les somptueuses offrandes des tombes princières du Rhin, le collier de Tréglonou, etc., etc. Des œuvres qui semblent démontrer que les Celtes n'étaient pas si barbares qu'on a bien voulu le dire. Tout le monde connaît les antiquités grecques et romaines, mais au fond, les gens ont des idées très très superficielles sur le monde celtique ancien, qui était une civilisation aussi importante que les grandes civilisations de l'Antiquité.
Alors sachez que sur la route de vos vacances, cette exposition peut justifier une halte. Évidemment, sûrement un peu moins longue que celle de ce Celte qui jouait peut-être de la cornemuse un siècle avant Jésus-Christ. On s'aperçoit que le gros de la tradition celtique jusqu'à nos jours, c'est du chant sans instrument de musique. Et donc, à la limite, la cornemuse, la bombarde sont des instruments nouveaux dans certaines régions. Quoi qu'il en soit, en ce moment en Bretagne, les sonneurs répètent avec acharnement, car le 9 août, Lorient organisera le championnat de Bretagne des bagadous. Une autre occasion de se laisser emporter au son des cornemuses dans l'univers celtique. Et maintenant, la Grande-Bretagne, avec la délicieuse image de Mamie. Sa Majesté la Reine-Mère avait choisi un chapeau vert pour son 86e anniversaire. Chapeau vert et commentaire de sœur Bruno Albin. Dire qu'en 1789, la nuit du 4 août, la France abolissait les privilèges de sa noblesse. Nous avons perdu ce jour-là des traditions qui fleurissent aujourd'hui encore à Londres et pas seulement chez les anciens. Ce matin 4 août, révérence pour l'anniversaire de la Reine-Mère, 86 ans, plus de 2000 Happy Birthday to you. La parade des Scots Guards. Dieu, que la monarchie sait encore être jolie. À partir de demain, dans cette édition de 20h, 3 reportages réalisés par Martine Laroche-Joubert et Bernard Puccesso aux Philippines, au Pakistan et au Bangladesh. Enquête sur ce que l'on pourrait appeler le syndrome Cory-Aquino, à l'exemple de la présidente des Philippines, d'autres femmes qui se battent pour le pouvoir. Météo pour demain mardi, Laurent Boussier. Eh bien, la météo pour demain mardi, elle est mitigée, disons, ni très bonne, ni très mauvaise. Et regardez la photo satellite, après la canicule d'hier, après les records de température en Bourgogne et en Franche-Comté, eh bien, les nuages étaient revenus. Ils étaient revenus cet après-midi, mais demain, ils vont se dissiper vers l'est. Demain matin, ils seront encore sur tout l'est du pays, disons, de la Lorraine à la Provence, avant de s'évacuer définitivement vers l'Europe de l'Est. Il nous donne une carte pour demain légèrement plus ensoleillée quand même, avec quelques nuages sur l'est, sur les endroits précités, avec même des risques d'orage sur la Suisse et du côté du Mont-Blanc, aïe aïe aïe. Sur la côte d'Azur par contre et sur la Méditerranée, du beau temps, ensoleillé et chaud, quelques nuages résiduels sur la majeure partie du pays, et puis des nuages un petit peu plus nombreux sur la Bretagne, sur la Normandie et sur la Picardie, avec le retour d'une petite perturbation, mais rassurez-vous, rien de bien grave. Côté température, par contre, la baisse continue. Elle continue de 18 à 27 degrés sur la moitié nord du pays, avec 26 degrés à Paris, et de 24 à Limoges, jusqu'à 29 degrés à Perpignan, et 30 degrés sur la Méditerranée, température tout à fait normale, mais ça n'est quand même plus la canicule. On passe maintenant à notre agenda comme tous les soirs. Demain sera le mardi 5 août. Le soleil se lèvera à 6h30, se couchera à 21h22. 3 minutes de soleil en moins. Les jours diminuent assez rapidement. Ce sera la Saint-Abel. Alors bonne fête Abel. Et puis Laurent, je vous rappelle que nous nous retrouvons au sommet du Mont Blanc, 4800 mètres d'altitude, vendredi prochain pour le bicentenaire du Mont Blanc, de l'ascension du Mont Blanc. Antenne 2 et toutes ces éditions seront en direct de Chamonix et de la vallée du Mont Blanc. Je vous rappelle dans l'actualité aujourd'hui la décision de Margaret Thatcher d'accepter des sanctions limitées avec les pays du Commonwealth contre l'Afrique du Sud. Et puis à propos de la bavure policière de Fontenay, les avocats de la victime, William Normand, estiment mensonger les arguments de la police et soulignent que William Normand a reçu un jet de grenade lacrymogène avant de mourir. Dernier journal à 23h50, Bernard Pradino et Luis Fernandez du Racing. Et puis demain 6h45, Télématin avec le président du PSG, M. Borrelli. À demain 20h. Bonsoir.